Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce vendredi 21 mai, a eu lieu le premier jour du dernier week-end des qualifiers pour Dalaran, le Master Tour numéro 3 de l'année. Je n'ai pas réussi à me qualifier au Master Tour numéro 2. Le Master Tour numéro 1, j'ai fait 6-3, 6 victoires, 3 défaites, soit 0 points pour la course au Grand Master, course à laquelle je suis encore en lice, hein. Je dois être environ 7ème, à exactement, peut-être, on va dire qu'un 7 victoires de défaite à un des Master Tours me suffirait pour passer GEM, du moins ça dépend des résultats des personnes devant moi. Donc voilà, en jeu de taille de se qualifier dans ces Master Tours où justement tu es en course pour les GEM, donc c'est important. Et aujourd'hui il y a eu peut-être, suspense dans la vidéo, ma dernière cup pour me qualifier au Master Tour d'Alaran. Euh, je vais vous montrer dans cette vidéo la dernière partie, donc qui est un mirror de contrôle, notamment du guerrier contrôle contre du prêtre. Un prêtre que je n'étais pas très content d'affronter, hein, parce que la moitié des prêtres, enfin la moyenne des prêtres, n'étaient pas des prêtres, on va dire, greedy. Donc on va dire qu'ils étaient un peu faciles à battre avec mon guerrier contrôle Ktun. Mais là, en l'occurrence, on avait affaire à un spécimen. Du moins, il ne voulait pas se faire target son prix, hein. Je vais vous montrer, je vous montrerai dans la vidéo de toute façon la decklist, la line-up que j'ai joué et la line-up de mon adversaire. Donc voilà, en jeu de taille, se qualifier pour le Master Tour numéro 3 pour avoir une chance de se qualifier au GM. On se retrouve donc pour la game en question. On peut voir que je suis côté guerrier contre prêtre. Et comme je vous ai dit, le prêtre est plutôt très greedy, hein. Moi j'ai une version de guerrier assez greedy, mais pas trop non plus. L'idée c'est quand même de pas être trop faible, on va dire contre aggro, hein. Certaines versions de guerrier contrôle comment dire, des versions vraiment en fait que pour battre prêtre et rien d'autre. Donc je vais vous montrer pour ce qui est des decklists en vitesse. Donc pour ce qui est des decklists, j'ai joué ce démoniste. Démoniste, donc ça c'est la line-up de Wearer. Wearer qui a pris son Open Cup le week-end dernier. Liste très intéressante. Euh, Maligos, le géant, donc, qui n'est peu commun, et la 4-3 faite pour tout ce qui est Druid Token. Avec double Grandmancer, l'idée c'est d'être OK contre Mage, même si c'est pas vraiment le deck que tu vas laisser open en général. Le guerrier contrôle, donc guerrier contrôle en tech intéressante, il y a Ktun, Mactéridon, Vol'jin, la 2-5 Death Rattle qui m'aura permis de gagner contre Paladin Libram. Et voilà pour la liste. On joue beaucoup de value avec les Warcash et les Scorpions bien évidemment. Et on laisse le package des AOE, hein, que ce soit baston ou rancœur. Voilà pour la liste guerrier, la liste prêtre. Et aussi avec les géants à 12 de mana, géants qui deviennent de plus en plus communs en Open Cup, sachant un peu la méta qui s'oriente un peu vers un archétype contrôle. Donc c'est pertinent d'avoir ces géants qui vont se réduire selon le coût de la main adverse. Euh, Moi-même, je les avais jamais joués avant l'Open Cup que j'ai réalisé aujourd'hui. Voilà, donc Isera en late curve. Et liste très 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 bonne en miroir de prêtre avec double Onyx, quasiment la meilleure carte, hein, du match-up contre prêtre. Et, euh, et également contre mage. Donc là, le contexte de la finale, il y a un partout. Mon prêtre s'est validé contre le mage en face. Et je vais vous montrer la line-up en face, justement. Euh, My bad. Le mage était la ronde d'avant. Je confonds. Donc ça, c'est la line-up que j'ai affrontée en top 16. Donc à un seul match de prendre mon quatrième top 8 qui me qualifiait pour le Master Tour. Comme vous pouvez voir, un paladin très greedy, mais liste intéressante. Paladin Enzot. Euh, Qu'est-ce qui change? C'est qu'il a rajouté une 1-1 pour 1 qui est en soi solide, hein. Tu te rajoutes de l'early. Et notamment, fait notable, c'est les convictions. Convictions qui sont là pour tabasser tous les decks un peu contrôle, un peu lent. Parce qu'en concrètement, sur le tour 5, c'est 6 de dégâts pour rendre manas. Tu as deux créatures qui restent en vie. Et sur le tour 10, c'est 9 de dégâts.
Pour un de mana, c'est vraiment une carte très efficace. L'objectif, c'est de tabasser les decks contrôle. Et en l'occurrence, il a réussi à bien tabasser mon guerrier contrôle. Le deck que j'ai banni, c'était Démoniste ici, hein, parce que Démoniste, justement, se mettait trop bien contre ma line-up, qui était une line-up contrôle. Et l'objectif, c'était du guerrier, du moins, c'était de passer contre ce prêtre. Et ce prêtre joue Enzot. Ce prêtre joue les pirates 5-5 qui sont justement là pour m'avancer à la fatigue. Et voilà, donc l'objectif, c'était de battre ça, alors que justement il est bien tech normalement, enfin à première vue il a l'air bien tech pour survivre à guerrier contrôle. Mais encore une fois je joue Ktoon et je joue quand même pas mal de value, donc l'idée l'idée c'est de quand même réussir à out value l'adversaire et voilà. Donc ça a été cast par Pilou donc, de la chaîne Solaris. Pour ceux qui suivent la chaîne Solaris, notamment de nuit, il m'a beaucoup suivi en Open Cup, donc très souvent je ne streamais pas la nuit. Et au final, Pilou, qui est déjà qualifié pour le prochain Master Tour, m'a suivi pendant plusieurs week-ends. Donc voilà, je vous mets en direct la game. Ça va être très intéressant de voir comment j'ai choisi d'optimiser mes ressources pour ce match-up hein, très difficile hein, contre un prêtre qui est teché pour ne pas perdre contre certains contrôles. Hein. Avec la 5-5 pirate, les risques, c'est qu'en late game, si tu mets Ktoon assez tôt dans le deck, qu'il pioche une copie de Ktoon et que ces 5-5 soient au final très très fortes. Donc voilà, ici, découverte d'une ruée. Pas trop, pas trop de discussion. Là, on voit qu'on a 2 pièces de Ktoon. Déjà, j'avais 2 pièces en main. Donc l'idée, c'était quand même de tourner autour d'Ilucia. En théorie, Ilucia, tu peux te la prendre au tour 8. À partir du tour 8, du coup, ça devient dangereux de garder ces pièces de Ktoon. Donc là, dans l'idéal, il faudra vite m'en débarrasser. Hein. Mais sachant qu'il joue une liste plutôt greedy, c'est quand même... il faut trouver le juste milieu entre se débarrasser de ses ressources en se disant qu'il faut tourner autour d'Ilucia, mais en même temps, on peut manquer de ressources parce que la liste en face est greedy. Donc voilà, sur le Scorpide, j'ai découvert une baston, donc baston que j'ai considéré, je vous remets les choix ici. Donc les choix c'était soit piocher dans le deck, soit le bouclier de l'honneur qui me paraissait pas pertinent, mais la baston était si bien plus pertinente parce qu'on a affaire à une liste Enzot, une liste qui est censée te mettre la pression. Donc ce qu'il faut dire c'est que c'est vraiment toi le deck contrôle. Donc jusque là pas beaucoup de choix notables on va dire, mais au fur et à mesure que la game va avancer, on va avoir des choix qui peuvent être notables. Notamment pour ce qui est de l'économie des ressources. L'économie de ressources est vraiment quelque chose de crucial, hein, parce que quand tu arrives en late game, très late game, tu peux manquer de... Tu vas te retrouver dans des spots où au final, tu vas te rendre compte en fait que tu as balancé des ressources un peu trop rapidement. Donc voilà, je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi je considère de grid certaines ressources, à quel moment j'estime qu'au contraire, je ne peux pas grid. Et voilà. Donc ici, tranquillement, là, on voit qu'en face, il y a eu un premier Scorpide. Scorpide qui est la meilleure créa à réinvoquer avec le sort à 0 Raise Dead de prêtre. Hein. C'est un des moyens de faire une value infinie, en fait, côté prêtre. Et le fait de voir ce premier Scorpide sur 3, on va dire qu'on n'est pas content. Mais un seul Scorpide, à la limite, ça va. Donc le Raise Dead n'arrive pas vite. Donc là, je choisis de drop la 5-5 en tempo sur le spot. Et on voit que le deuxième Scorpide est découvert. Enfin, le deuxième Scorpide est top deck. Donc là, on a potentiellement un pool de 2 Scorpides, de 2 petits scorpions qui sont sans doute une des meilleures cartes du match-up. Il joue pas de dragon 4-9, donc le Scorpide est la meilleure carte à réinvoquer. La deuxième meilleure carte, c'est peut-être... Bon, Enzot, bien sûr, c'est une bonne carte, mais il faut se dire que normalement, tes réanimations morbides, tu vas pas les faire avant un moment. Enfin, tu peux pas te permettre de les garder aussi longtemps. Donc là, on voit que j'ai top deck l'arme et je choisis de faire arme au-dessus de balancer une pièce de Ktoon. L'idée, c'est que
certes, on a vu une perspicacité, un sort à 2 qui a pioché. À tout moment, c'est Lucia, mais on ne va pas tourner autour, hein. On va juste piocher. Là, j'accepte de piocher, sachant que ma main est faible en ressources. L'idée, donc, c'est regarder en termes de fatigue. En termes de fatigue, je suis à 24 cartes dans le deck, lui est à 20. Et ce qu'il faut se dire, c'est que euh, il joue 2 pirates 5-5. Donc, vu qu'il joue 2 pirates 5-5, il faut enlever 2 cartes. Là, c'est comme si j'étais à 22 cartes dans mon deck. Et là, au début de mon tour, c'est comme si je vais être à 21 cartes dans le deck. Donc là, pour l'instant, en termes de fatigue, j'ai pas tant d'avance que ça. J'ai qu'une carte d'avance. Et quand Toon va arriver dans mon deck, du coup, ça revient à 2 cartes d'avance. Donc voilà, c'est un paramètre à prendre en compte. Si vous estimez pouvoir piocher ou non. En l'occurrence, je l'ai fait sans trop de problèmes parce que voilà, lui-même a fait une perspicacité, donc il a pioché une carte. À ce stade, je pouvais piocher sans trop de problèmes. Mais au maximum, là je me dis pour l'instant, je vais piocher une carte maximum euh, sur le spot. Après, à voir comment se déroule la game, hein. Peut-être qu'il va piocher plus. À tout moment, s'il fait Lucia, du coup, il s'avance de une carte de plus à la fatigue parce que Lucia le fait piocher lui sur votre tour en fait. Donc c'est comme s'il avait 2 tours. Donc ça fait même une différentielle de plus de 2 à la fatigue. Donc voilà, ici on est dans un spot, bah à tout moment on peut avoir pioché Lucia en face. Donc je vais choisir de balancer mon cœur de Cthulhu, de tranquillement drop ma petite 1-3. Je la drop et je casse l'armure instantanément, hein. Logique. Mais il faut bien le faire dans cet ordre là, parce que prêtre peut facilement se soigner sinon. Donc voilà. Une pièce de Cthulhu balancée, donc même s'il a Illucia en mana, certes j'ai une pièce de Cthulhu en main, mais je vais le dissuader de faire Illucia, parce que justement je lui montre que je balance un peu mes pièces de Cthulhu, bah, si je les ai en main. Donc voilà, pour ce qui est du prêtre, là j'ai fait les 2 scorpions, donc là à tout moment je m'attends à prendre des raise dead, le mot anglais, donc le sort à 0. Tant que je les vois pas, je me dis que on n'est pas trop mal, hein, parce qu'on va pas trop se faire haute value. Mais par contre, quand on va commencer à avoir les raise dead, ça va être compliqué, hein. L'idée, sur ce spot, je préférais largement qu'ils posent, comment dire, bah, des créatures, hein, qui seraient pas vraiment ouf à réanimer, hein, en fait. Donc là, il réfléchit, hein. Il réfléchit. Là, c'est vraiment, on est à un match du top 8. Et là, il y a un partout. Vraiment, l'enjeu est de taille. En ce dernier week-end d'Open Cup, Sony qui a l'air à la fois enfin, d'être également un très bon joueur. Donc voilà, il choisit de Soul Mirror, miroir des âmes. Il ne devait pas avoir une gestion facile sur 7-5-2. Et il n'a pas envie de prendre de pression, donc il choisit de le faire. Et dans ce match-up, dans tous les cas, il aura pas, ce miroir des âmes n'aura pas une grande valeur. Donc là, on est dans un spot. Est-ce que je considère encore de piocher ou non? Ou est-ce que je me dis justement, je tourne autour d'Illucia? Et c'est ce que je choisis de faire en fait. Je choisis de tourner autour d'Illucia au maximum et de, entre guillemets, jouer la sécurité. Certes, j'aurais pu détruire une très grosse créature. euh, et à tout moment, je vais peut-être manquer d'un removal, mais l'idée c'est de tourner autour de cette Illucia, hein, qui nous ferait perdre instantanément la partie. Et là, comme on voit, Idole Discharge, qui est une grosse créature. Grosse créature que j'aurais bien voulu peut-être tuer avec mon sort à 5. Mais voilà, j'ai joué sécurité. Et l'idée, c'est que je pense quand même avoir l'avantage dans ce spot. Donc là, je choisis Vol'jin parce qu'il y a des bonnes cartes à faire tomber. Que ce soit Illucia ou Enzot. Concrètement, il y avait des bonnes cartes à faire tomber. Donc je l'ai je l'ai considéré fortement et je l'ai d'ailleurs fait. Et en plus de ça, ça me faisait gagner en tempo. Là, le choix de est-ce que j'ai envie de piocher ou pas. Ici, je vais choisir de piocher, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Je choisis de piocher en me disant que là, on est quasiment à égalité à la fatigue. Euh, et vu qu'on est quasiment à égalité à la fatigue, ça me va, hein, parce que globalement, il faut pas non plus manquer de ressources parce qu'on va se prendre un Enzot, hein. Une liste particulière
qui a Enzot, qui à tout moment là te fait des réanimations morbides euh, et, te, et s'il commence à nous avoir de la value en fait, c'est pertinent de se faire une main de ressources. Donc voilà, vous voyez pas en direct mon tracker, là vous voyez seulement le tracker qu'avait Pilou quand il avait Spectate ici. Donc voilà, on tape deck une pièce de Cthulhu sur le spot. On tape deck une pièce de Cthulhu que je vais jouer instantanément, hein, pas de surprise ici. Et je vais même me permettre de lâcher la petite coerce, le sort à 3. L'idée étant de garder la tempo. Et si on arrive à gratter des dégâts en early avec ce deck, bah c'est très bien. Parce que quand on arrive à Cthulhu, on invite que les PV de, de, de Randuin soient très faibles. Enfin, le plus faible possible. Surtout qu'il a tellement d'outils de soin que bah voilà, il faut le descendre le plus possible. Il joue pas de géant à 8 de mana. Et sachant qu'il joue pas de géant à 8, c'est pour ça que je me permets de le proc assez facilement. Mais quand un prêtre joue les géants à 8 qui se réduisent à chaque fois que tes points de vie changent, dans ce cas-là, j'aurais considéré de pas taper, voire pas taper en fait, tout simplement. La main, en termes de value, on a seulement le Scorpion. Donc là, on voit qu'on commence. Enfin, il va falloir être assez économe hein, sur ses ressources parce que la main adverse, il y a 10 cartes en main. 10 cartes en main en prêtre. Euh, Face à une main où au final on a quasiment que des removals, sur le papier c'est assez compliqué. Donc là, on a le board, on attend patiemment et là c'est vraiment de la gestion de ressources. Donc là il y a le CTEC qui part. CTEC qui est un grand outil de value. Il est obligé de le lâcher pour pas faire tant de value que ça. Il génère seulement un sort aléatoire pour l'instant. Et ok. Il a créé un châtiment sacré, donc c'est un deuxième sort généré. Et rénovation qui va faire 3 sorts générés avec CTEC, dont 2 en main. À ce stade, déjà on considère est-ce qu'il faut piocher ou non. Et dans ce spot, comme j'ai dit tout à l'heure, certes on a une main qui est un peu faible en value, mais l'idée c'est qu'à la fatigue il faut quand même rester devant. Donc là, le tour évident va être Kargat. Hein. Le tour évident va être Kargat. Seulement, un des moyens de perdre, ça serait que l'adversaire aussi mette un prime dans son deck. Si l'adversaire met un prime dans son deck, c'est comment dire, c'est assez terrible. Parce que 10 d'armure, ça peut faire vraiment la différence. Hein. Donc, vraiment, l'armure générée peut être dramatique pour nous. Donc ici, je vais faire un choix pas forcément spontané. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis allé jusqu'à la corde pour réfléchir. J'ai tout simplement Kargat et ensuite Tempête de l'âme, en sachant pardon, que mon Kargat n'allait pas mourir. L'idée c'est vraiment de suicider ce Kargat. Certes, si avec ses 5-5 pirates, il choisit de découvrir mon Kargat et il le touche, bah, j'accepte, hein, c'est 10 d'armure, c'est une grosse créature à gérer. Mais les probas sont pas si élevés que ça non plus. Et au final, bah, ça peut un peu le bait de le tenter en fait. De tenter de justement le faire et de pas être récompensé parce qu'il y a beaucoup de cartes dans mon deck. Donc les probas ne sont pas si élevés. Donc voilà pour le tour. Et là, on voit que la main commence à être assez faible. Hein. On a ce sort à 1 pour piocher Kargat instantanément. Mais disons que voilà, derrière on n'a pas trop de ressources. Et là on voit le Raise Dead qui arrive, le première réanimation morbide. Et là je sais qu'il y a de grandes chances que ça soit les Scorpides. Les Scorpides qui eux-mêmes peuvent générer des réanimations morbides. Et si ça fait value infini comme ça, c'est on va dire assez terrible. Et là on voit que la pioche qu'on a faite n'est pas non plus insane. Donc là, la question c'est est-ce que je gère cette 6-6 ou pas? Est-ce que je l'ignore? Et là, je choisis de quand même piocher. Et un des premiers points que je voulais dans ce match-up, c'est vraiment garder la tempo, hein, ne pas me faire déborder. Surtout quand tu as une main assez faible comme celle-ci. Là, tu peux voir que j'ai une main assez faible
Et en termes de value, hein, donc si je peux au moins garder la tempo pour me faire justement économiser mes ressources, c'est un très bon point. Donc là, Kargat, la question est comment il va gérer ce Kargat. Il fait Miroir des âmes qui du coup génère 10 d'armure. 10 d'armure, c'est pas mal du tout hein, pour lui. C'est pas mal du tout. Donc voilà, dans ce spot, il a le board, il a une 5-5 pour l'instant que je ne pense pas gérer vu ma main. Et à première vue, ça devrait être simplement la Vierge guerrière pour le prochain tour, à moins d'un top deck. À 0 de mana, qu'est-ce qu'il tentait? Ok. Il voulait tenter la réanimation morbide dès maintenant. Parce que justement, il avait Kargat de mort, la 10-10. S'il récupère la 10-10, c'est 10 d'armure, 10 d'armure, pardon, c'est énorme. Donc ici, je vais choisir de la jouer économie. Donc, bien sûr, on ne va pas lancer la rancune à 4 de mana juste pour tuer ce dragon 5-5. Et voilà. Sur le spot, je crois que ça va être seulement la Vierge. Et là, en l'occurrence, ça faisait quoi? Ça faisait, pour vous donner contexte, ça fait 6 heures d'Open Cup. Là, je suis dans une game où on a fait justement 6 heures d'Open Cup, des games un peu similaires des parties d'échecs, hein, parce que la gestion en fait, de ressources en guerrier contrôle, c'est vraiment similaire, et même en prêtre d'ailleurs, c'est vraiment similaire à une partie d'échecs, hein, pour ce qui est des mirrors de deck contrôle. Donc c'est vraiment... tu es obligé en fait d'aller... de réfléchir pour la moindre ressource, surtout quand ta main n'est pas remplie de value. C'est là vraiment que tu es obligé de réfléchir comment optimiser tes tours. Donc là, j'ai choisi de faire simplement 5-5. Ça conteste la 5-5 en face. Et on voit qu'on a récupéré une autre arme en main. Mais le truc, c'est qu'on ne veut pas piocher. On ne veut pas vraiment trop piocher. Donc il a généré un mode long mort. Donc il va garder le board sur ce spot. Et on voit que le CTEC, je crois que c'est un CTEC. Non, ça doit être le deuxième CTEC ici. Donc ouais, deuxième CTEC. Deuxième CTEC ici. On voit qu'il y a... L'important c'est de regarder les sorts en main. Pour l'instant, les sorts en main, il y a 3 sorts random. Un sort qu'il a choisi donc, de créer, donc avec rénovation. Donc potentiellement 3 sorts qui n'ont pas trop d'impact. Mais voilà. Donc là, il choisit de faire fabricante. Ça, c'est le sort justement découvert avec rénovation. Rénovation qui normalement, enfin, dessus, tu as de grandes chances de découvrir un sort assez bon parce que c'est justement toi qui le découvres. Donc là, il fait soin rapide hein, pour ne pas s'overdraw. Donc voilà, et là, on voit qu'on manque toujours de ressources. Hein, de ressources, pardon. L'idée, c'est de piocher en fait les caches à 3 de mana qui nous générerait une arme, euh, un serviteur et un sort. Et voilà, c'est un des meilleurs facteurs de value contre prêtre. Donc là, dans ce spot, je savais que j'étais pas dans un spot vraiment, vraiment bien. Mais en même temps, je savais qu'il y avait, on va dire, beaucoup de cartes random en main. Potentiellement des cartes pas extraordinaires. Donc là, j'ai choisi de quand même piocher parce que ma main vraiment manque de ressources. Même si on sera là en avance à la fatigue, c'est pas grave. Et là, on peut voir un choix de est-ce qu'on a envie de encore piocher ou non avec la machine à pince. Et en l'occurrence, j'ai considéré que j'avais quand même assez pioché. C'est pour ça que j'ai pris le seigneur Runtak ici. Donc là, on voit que je laisse juste une 2-5 sur le bord. Donc on peut se permettre de la laisser tranquillement. On n'a pas besoin de faire de baston ici. Vraiment, les bastons, il faut les économiser dans ce spot. Et là, en fait, tant qu'ils ne remettent pas de pression, je ne suis pas obligé de faire de baston. Hein. Une des principales menaces pour sûr à laquelle je devrais faire baston, c'est le Enzot. On voit qu'il a réinvoqué, enfin réanimé un Scorpide, hein, qui est la meilleure carte à réanimer, tout simplement. Et on espère ne pas voir d'autres réanimations morbides créées
créé aléatoirement ou découvert, hein, parce que c'est vraiment ce qui a de grandes chances de nous battre, hein, surtout quand de sa POV, il voit que ma main devient très faible en termes de value. Euh, c'est dans ces cas-là que ça deviendrait très fort de générer des réanimations. Et là, je top deck Mactéridon. Mactéridon qui est quelque chose de proactif, hein, parce que c'est une 12-12. Et l'adversaire joue un seul Modelon de mort en face. Donc voilà, je vais le faire directement pour essayer de pourrir en plus de ça sa deuxième réanimation morbide. Dans l'idéal, le Mactéridon, tu le veux très tôt, tu vas même le garder au mulligan contre prêtre. Parce que l'idée, c'est si tu pourris son pool de résurrection, tu peux quasiment gagner là-dessus, quoi. Et là, on voit que la 1-3 est morte. Du coup, j'ai pas besoin de mettre mon arme. Les 3 1-3 sont mortes. J'ai pas besoin de mettre mon arme pour piocher. Là, je vais commencer à proc. Et la question est de... Que d'ailleurs, Pilot, quand il me regardait, se demandait, c'était pourquoi j'ai proc ici. C'est parce que je joue justement 2 caches. 2 caches à 3 de mana qui peuvent me donner une arme. Et j'ai de grandes chances... On est à un stade où j'ai de grandes chances de les piocher, vu que j'en ai 2 dans le deck. 13 cartes dans le deck. Et dans tous les cas, cette arme avait de grandes chances de taper face. C'est pour ça que je me suis permis de lâcher un stack sur le spot. Voilà, donc là, vous voyez que ma main commence vraiment à être faible en termes de ressources. Et là, si prêtre commence à mettre de la pression, bah, il me reste déjà qu'une baston en main. Donc là, il y a vraiment moyen qu'on se fasse déborder en ressources. Et en termes d'armure, on n'est pas si haut que ça. On a des games où j'ai réussi à monter à vraiment plus d'armure, hein. À ce stade, à souvent 20 voire 30 d'armure. Et là, on est quand même limité. Du coup, la moindre agression peut faire qu'on galère. Et là, on voit qu'il y a une hystérie qui part. Un play un peu lent, disons. Où l'idée, c'était... bah, il n'avait pas de mode long mort, hein, sinon il l'aurait simplement fait. Mais voilà, donc le play proactif que j'ai fait l'a forcé à faire un play un peu, on va dire, sous-opti. Juste pour gérer ma 12-12. Donc là, il a choisi de piocher la 5-5. Ok, changement de lumière. Parfait. La lumière est mieux ici normalement. Parfait. Il a choisi de piocher la 5-5, hein. Dans son spot, il veut vraiment gagner le maximum d'armure. Il veut gagner le maximum d'armure. Donc, bah ici, toutes les cartes qui peuvent générer de l'armure vont être pertinentes en fait. Il aurait pu faire le choix de la garder pour après Ktun, du moins il pourrait garder la deuxième après Ktun, mais l'idée c'est que s'il a rien à jouer et que si concrètement il m'agresse pas, bah je vais juste gagner et pouvoir tranquillement me développer sur le board. Donc c'est pour ça qu'il a choisi, je pense, d'être proactif ici, parce qu'on voit qu'il y a 3 sorts générés aléatoires en main, donc c'est potentiellement des sorts, que ce soit des sorts de pioche qui l'amèneraient à la fatigue, ça peut simplement être des sorts qui n'ont pas trop d'impact, ça peut être des sorts de buff. Donc voilà. Là, on prend le board. On n'a pas beaucoup de value en main, mais pareil, on prend le board. On voit que l'adversaire, justement, parce qu'il a joué 7-5-5, doit aussi manquer de value en main. Et, au final, on n'est pas si mal que ça. On a 11 cartes dans le deck. Il nous manque une pièce de Ktun. Et on aura Ktun complet. Donc là, si on arrive à avoir la pièce de Ktun assez tôt, l'idée c'est qu'on peut l'avoir par l'étale surprise et on va le forcer à vraiment faire des tours un peu sous opti. Parce que justement, il devra... comment dire, il devra tourner autour de Ktun chaque tour. Ok, là en l'occurrence, je vais devoir lâcher une AOE. La question c'est baston ou pas baston. Il y a un play très évident que j'ai choisi de faire parce que c'est le play qui développe du board et qui assure de gérer ce board. C'est tout simplement trade et tempête de l'âme. Tempête de l'âme me permet de mettre la vierge 6-6 sur le spot tout en valuant l'hero power. Et value hero power, c'est bien parce qu'en ce genre de match-up, ça va vraiment à la fatigue et ça joue des fois à quelques points de vie, hein. J'ai vu vraiment beaucoup de games se jouer à 1 PV, hein, de certains streamers qui jouaient le match-up. Donc voilà. Là, la main est très très pauvre, mais j'ai la lecture que justement la main en face est peut-être pauvre. Donc, à tout moment, mon adversaire choisit de faire Enzot. Et ce à quoi j'ai la réponse, hein, tout simplement baston. Donc là, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir mettre de la value à mes bastons.
J'ai pas envie en fait qu'il me force à faire baston sur un board un peu faible. Et là déjà c'est un board un petit peu chiant qui m'a généré. Et sachant qu'on a peu de ressources, on n'a pas envie de lâcher une baston sur ça. On a top deck, la contraindre, la carte que je vais jouer pendant ce tour. La question est, est-ce que je veux rajouter cette 1-3? Si je veux activer contraindre, je n'ai pas le choix. Mais dans tous les cas, je peux me permettre de la jouer ici. Donc, je vais même me permettre d'accélérer un petit peu les tours, on va dire, un peu mou. Ok. Donc là, on est dans un spot, on conteste toujours un petit peu le board. Si la 3-4 trade dans la 6-1, ça nous va parce que justement, on a la lecture qu'il a l'air de manquer un peu de value en main. Donc, on a de quoi tenir peu à peu jusqu'à nos deux corsaires cash, enfin, à nos deux cash, c'est pas des corsaires cash, c'est war cash en anglais, pour nous générer de la value, hein, qui sont les cartes qu'on attend là, vu notre main. Et l'œil de Cthulhu. Donc là, on a 3 cartes qu'on attend dans le deck à ce stade de la game. Donc là, ça va être vraiment de grid au maximum nos bastons du mieux qu'on peut. Et l'idée, en fait, ça va être de jauger est-ce que le board est suffisamment menaçant pour suggérer de faire une baston ou pas, sachant que justement, tu te rapproches peu à peu de ton Cthulhu et que lui aussi va faire en sorte de tourner autour de baston. Et il faut jauger le juste milieu. Là, il choisit de faire son melon mort, son unique melon mort du deck. Donc il y a peu de chances qu'il en génère un nouveau. En général, c'est pas ce que tu veux découvrir sur tes sorts. Donc voilà, il choisit de faire la vierge, tout simplement. Il va trade ici. La vendeuse d'armure. Et une autre vendeuse d'armure. Et là, on est dans un spot où il y a quand même 12 de dégâts sur le board. Donc là, je vais faire instantanément la cage de guerre. War cache en anglais. Et l'idée c'est, est-ce que je dois baston sur ce board ou pas? Moi je sais la puissance de baston et je sais que si mon adversaire a fait ça, c'est qu'il a sans doute Enzot en main. Quand tu es côté prêtre, l'idée c'est que tu veux forcer baston assez tôt pour justement que Enzot à lui tout seul génère, enfin suscite une baston. Et ton adversaire n'aura pas forcément à ce moment T. Et là justement il est dans un bon spot où il a 12 de dégâts sur le board. Et l'idée c'est est-ce qu'il faut baston ou pas dans mon spot. Et moi j'ai choisi de grid au maximum sur ce tour-ci et de ne pas baston. Mais j'ai trouvé un play alternatif qui certes paraît très cher sur le spot. Mais voilà. J'ai choisi ici de 4-5. 4-5 dans 6-6. L'idée c'est de ne pas piocher un. Cette arme allait dans tous les cas mettre les dégâts face. 4-5 dans 6-6, épée et bouclier pour finir cette créa. Et là on voit qu'on est à un stade où il y a seulement 6 de dégâts sur le board. 6 de dégâts, on a de quoi tanker concrètement. 6 de dégâts, c'est pas énorme. Donc voilà, il développe Isera dans ce spot. Donc il a une main un peu remplie de value en main. Donc là je vais refaire cage de guerre instantanément, qui étaient les cartes que j'attendais depuis un moment. Et là, on voit qu'on a récupéré un peu de value. Ce sera 2 qui permet de dupliquer cette 4-4. Cette 4-4 qui, quand tu tapes avec ton héros, invoque une copie avec provocation, du coup, de lui-même. Donc là, les cartes qu'on a générées ne sont pas insane. C'est pas non plus la meilleure arme, voire peut-être la pire arme à générer. Mais malgré tout, c'est une arme qui représente 6 de dégâts. Ces 6 de dégâts iront très souvent tête. Donc là, j'ai choisi de baston à la fin. Dans tous les cas, ça allait être le tour, peu importe ce que je faisais à côté. On voit que c'est une de 4 qui survit. L'idée, c'est de gratter au maximum les dégâts. C'est pour ça que je suis d'ailleurs à les face dans ce spot. Donc là, la question c'est est-ce qu'il va Enzot maintenant? Est-ce qu'il a Enzot en main ou pas? Je choisis juste de drop la 7-6 sur le spot. Est-ce qu'il va aussi drop la 3-5 qui forcerait peut-être une deuxième baston ou du moins un deuxième removal? C'est la question. Dans ce spot, c'est vrai que mettre créature par créature me force à, comment dire, à utiliser mes single removal, que ce soit heure de bouclier ou tout simplement la contraindre. Mais comme les deux contraintes sont passées, c'est pour ça qu'il se permet vraiment de garder une créa par une créa sur ce spot.
Donc là, dans ce spot, je vais tranquillement développer du board à mon tour. Je vais pas chercher à... je vais choisir de grid dans ce spot en me disant que ma main est tellement faible que je vais pas tourner autour d'Ilucia. Et je pense pas que c'est correct. En fait, vous allez voir le tour que je vais faire, ça va vraiment être pour développer au maximum du board, hein. Là, concrètement, on veut pas lâcher juste une AOE sur ça, on veut pas lâcher de removal. Et voilà. L'idée, c'est d'avoir des 5-5 qui vont contester la 7-6 et dans l'idéal, de pouvoir la finir avec œil de Cthulhu. Donc là, c'est le plan de jeu, hein. C'est le plan d'optimiser ses ressources, de vraiment garder au maximum ses AOE. J'ai tendance à vraiment garder au maximum mes AOE, hein. Une des plus grandes. En fait, un des moyens qui va faire que tu vas souvent perdre le match-up, c'est vraiment parce que tu n'as pas optimisé en early tes AOE. Et donc, la fin de game en termes d'optimisation de ressources va être vraiment intéressante. Donc là, certes, la game est assez longue, mais on va se rapprocher peu à peu des moments intéressants parce que justement, on va être chacun un bout de ressources, notamment moi. Et lui va essayer de faire en sorte de mettre la pression tout en épuisant mes ressources, concrètement. Donc là, il rénovation sur sa créa, il reçoit une sa créa, du coup mon œil de Cthulhu a des chances de ne pas comment dire, de ne pas tuer sa 7-4. Et là, je tape avec l'heure de bouclier qui va se mettre bien ici parce qu'on n'a pas envie de baston. Donc je vais tranquillement heure de bouclier. Et sur le spot, je vais simplement faire l'œil de Cthulhu. De ma POV, il fallait que... J'allais sans doute devoir mettre l'arme dans cette 7-6 si elle mourait. Si elle ne mourait pas, pardon. Et voilà. Bon, désolé si je parais un peu fatigué, peut-être que je risque de paraître un peu fatigué, surtout que là c'est une game assez longue à commenter, et surtout que je sors de l'Open Cup. Je suis levé, à l'heure où je tourne, il est midi, je suis levé depuis 1h du mat. Du coup, à tout moment, je suis peut-être un peu... je peux être un peu endormi, ou je sais pas, enfin, j'essaie de paraître au maximum dynamique, mais voilà. Normalement, pour ce qui est du commentaire des plays, normalement ça devrait... J'ai pas dit de bêtises jusqu'à maintenant. Donc voilà. Là, on commence à manquer de ressources, mais on a bien optimisé pour l'instant. On est à 5 cartes comment dire. On est à 5 cartes dans le deck. L'adversaire en a que 4. L'idée, du coup, c'est qu'on est devant à la fatigue. Enfin, on est plutôt en avance dans le sens où c'est lui qui va arriver à la fatigue avant nous. Donc c'est justement le spot dans lequel on veut être. Les deux 5-5 pirates sont passés, du coup les chances de piocher Cthulhu sont nulles, à moins qu'il fasse une réanimation morbide. Mais justement avec le Mactéridon fait un peu plus tôt, le pool de résurrection est assez, on va dire, assez biaisé. Donc voilà, il choisit de drop juste une 6-6 sur ce spot, donc une 6-6. C'est pas trop dérangeant. 6 de dégâts, j'accepte volontiers de les prendre jusqu'à atteindre tranquillement mon gentil Cthulhu, hein. Sur ce spot, j'ai encore Isera en termes de value, en carte vraiment à haut pouvoir de value, de génération de value. Donc là, je choisis de rien faire. Et là, je lui dis concrètement, bah, si tu poses pas d'autre board, bah, je vais juste tranquillement attendre jusqu'à piocher mon Isera. Il sait qu'il me reste Isera dans le deck, il sait qu'il me reste Cthulhu. Et là, il est à 3 cartes dans le deck, donc la fatigue arrive très vite. Globalement, il n'y a plus beaucoup de sorts à ce stade générés en main. Les deux CTEC sont passés. Donc à ce stade, je sais qu'il ne va pas y avoir de bêtises en termes de génération de valeur, enfin de value, tout simplement. Et voilà. Donc là, je me considère pas trop mal dans la game. Mais on a quand même déjà un board qui est assez chiant parce que là, on est sur un board où il y a 10 de dégâts en fait. Il y a 10 de dégâts et on ne veut pas se permettre de prendre ces 10 tous les tours. Là, si je me contentais de faire juste Hero Power, on va dire que j'allais prendre assez cher. Donc là, la question, le play évident serait de Barrow Rancune, qui est sans doute la value la plus importante, hein. Ce Barrow là, vraiment, sachant que l'adversaire joue Enzot, ça serait, on va dire, le play le plus évident, mais justement, le play que je ne choisis de ne pas faire. Et je choisis de juste développer cette 5-5 tout seul, en acceptant que c'est une 5-5 qui n'invoque pas de copie, hein. L'idée, c'est juste de contester le board et de gagner du temps jusqu'à Isera, parce que cette 8-8 est une bonne créature à remonter en main.
Et l'idée donc c'est encore une fois d'attendre jusqu'à Isera. Et voilà, s'il prend le trade avec sa 8-8 sur la 5-5, franchement, je me dis que je suis très content avec ça. Parce que j'aurais économisé 8 points de vie grâce à ce petit taunt. Donc voilà. Voilà, on commence à voir vraiment les tours cruciaux où j'économise mes ressources. Euh, les tours cruciaux, je vais pouvoir remonter un petit peu en points de vie grâce au Barov Rancune, mais l'idée c'est qu'il va normalement bien tourner autour. Donc là, il choisit de faire son cauchemar. Il choisit de faire son cauchemar, et du coup, il a une 8-8 et toujours sa 2-5 maintenant sur le board. Et on va dire que la pression est la même. Certes, vous pouvez avoir envie de vous dire qu'au final, bah, tu es dans la même situation qu'avant, alors tu auras peut-être juste du Barov Rancune. Sauf que l'idée, justement, c'est de l'avoir ralenti. Là, on lui a forcé à faire un sort de burst, hein, le cauchemar, qui est considéré un peu comme du burst. Euh, donc voilà. Là, l'idée, on a pioché Ktoon, on attend de piocher Isera. Et là, la question, c'est est-ce que je me permets de grid? Et du coup, toute mon armure descendrait quasiment à 0. Là, je passerai à 2 d'armure hein, si je me contente de juste faire Hero Power. Et là, je choisis de faire un play, bah, du coup, le play de Barov et Rancune pour gagner 6 d'armure et arrêter la pression, sachant qu'en fait, il commence à être limité en termes de ressources en main. Et une des principales ressources qui lui reste, c'est le Enzot. J'y comptais justement, je comptais les cartes qui pouvaient lui rester. Il lui reste une réanimation morbide. Mais surtout, c'est le Enzot, la plus grande menace. Donc là, j'ai choisi de partir maintenant sur Barov et Rancune. Peut-être que certains auraient justement continué dans la grille de ressources sur ce spot. Mais voilà, j'ai choisi de le faire maintenant. Et là, le tour logique, c'est Enzot. Hein. Tu sais qu'il reste une baston, tu vas forcer la baston. Et l'idée, c'est de te battre en fait contre 0 baston. Tu sais que les 2 heures de bouclier sont passées, tu sais que les 2 contraintes sont passées hein, du point de vue de notre adversaire. Donc voilà. Là, on commence vraiment à être dans le fin de game très intéressant. Où déjà, quand est-ce qu'on pourrait timer ce Ktoon? Un facteur à ne pas oublier, c'est qu'il y a Ilucia dans le deck en face. Donc à quel moment il peut avoir envie de me faire Ilucia? C'est une question qui se pose. Donc là, sans surprise, hein, la baston a été gardée exprès pour le Enzot. Donc on fait baston sur ce spot. Et là, on voit que c'est le Enzot qui s'en sort. Enzot qui, au final, à première vue, est un peu problématique. Parce que, justement, avec Isera, bah, j'envisageais de remonter la créature la plus forte, en fait, en main pour justement reprendre la tempo. Du coup, là, je vais faire le play de simplement de taper face. Là, la question, c'est est-ce que j'ai envie de rempart Azinoth maintenant ou pas? Un des arguments qui m'a fait développer ce rempart à ce tour-ci, c'est Ilucia. Ilucia, concrètement, une des meilleures cartes à récupérer, ça serait justement ce rempart d'Azinoth. Euh, certes, sur Ktoon, bah, ça représente que 4 de dégâts, mais à la fatigue, en partant du principe que je vais pas jouer Ktoon tout de suite, ça peut être une très bonne valeur pour lui. Et là, en l'occurrence, je joue. Comme ça, je tourne parfaitement autour d'Ilucia. Et voilà, je développe ce rempart d'Azinoth. Donc là, il y a 2 créas. Ça va me tanker 8 de dégâts pour sûr. Il n'y a pas de limon en face. Et voilà. Là, on est dans un spot où, où l'adversaire est à la fatigue. Où il nous reste Isera en dernière carte du deck. Donc Isera qui va nous permettre de reprendre la tempo et d'avoir surtout une AOE. Une AOE qui sera la dernière. Dernière AOE à 5, c'est ce qui nous reste. Et on a la rancune. Hein, donc avec l'AOE à 5 plus la rancune, on a moyen de remonter un petit peu en point de vie. C'est l'idée du moins. Donc là, l'adversaire a l'air de réfléchir. L'adversaire a l'air de réfléchir aux ressources qui me restaient concrètement. Et il a dû il a dû faire son listing des ressources qui me restaient. Et là, il avait l'air de partir, de cibler sa carte. Donc ça peut être que Apothéosis. Donc là, il part sur Apothéosis, sur sa créa. Donc il en fait une. Et là, vous allez voir. Mystère. Il choisit d'en faire une deuxième. Et il a considéré que, justement, il me reste seulement Isera et, comment dire, et le sort à 3 en removal.
Donc il me reste qu'une AOE qui fait 5 et une AOE qui fait 2 de dégâts pour 4 de mana. Là dans ce spot je choisis de faire Ysera. J'ai encore 2 stacks sur mon rempart. Donc l'idée d'avoir 2 stacks, c'est que justement, voilà, s'il n'y a que 2 créatures qui tapent, bah, concrètement je vais pas prendre ces dégâts de ce Enzot. Là j'ai choisi de faire un play un peu malin. J'ai mis du temps avant de le trouver, enfin j'ai mis ouais, 40 secondes quoi. Et j'ai choisi de faire Ysera et j'ai rêve la 3-4 ici et j'ai fait cauchemar sur la petite 9-13. Et ça c'était on va dire un punish, un très bon punish de l'adversaire d'avoir fait comment dire, d'avoir fait justement ce all-in avec ses sorts à 3, hein, ses apothéoses. Et là, justement, la lecture qu'on peut avoir de notre point de vue, s'il lâche ses cartes comme ça, c'est qu'il prévoit de faire Lucia maintenant ou dans un tour. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on vient de faire Ysera, il se dit sans doute que c'est le bon timing pour faire Lucia. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'Lucia va arriver soit maintenant, soit dans un tour. Là, on va voir les choix qu'il fait. Est-ce qu'il choisit de proc le bouclier? Sachant qu'en fait, je vais prendre un de fatigue prochain tour. De son point de vue, c'est pas pertinent de mettre cette 13-17 face, hein, parce que concrètement, il ne va pas, comment dire, eh bien, il ne va pas pouvoir me mettre plus d'un dégât. Donc là, il va sans doute choisir de trade hein, avec cette 13-17. Et là, il a même un Mactéridon. Mactéridon qu'il a eu sur Réanimation Morbide. Réanimation Morbide qui au final a été très chiante ici. Enfin, très chiante. C'est bien sûr un grand mot. Mais bah, l'idée, c'est que cette 13-17 qui devait mourir va laisser place à une 12-12 qui ne va pas mourir. Donc là, on voit qu'il a lâché Hystérie et qu'il va tuer les deux 1-3. Il va tuer les deux autres 1-3 et la 12-12 va pop. Et là, dans l'idée, c'est qu'il joue vraiment bien autour de mes removals. Donc là, j'ai considéré que, sachant qu'il n'y a plus d'apothéosis, que c'était un bon timing en fait pour faire le Octoon. Hein. J'ai pas longtemps hésité. L'idée de Octoon, c'est que ça va mettre 15 dégâts face à l'adversaire, sachant qu'il prend 2 de fatigue déjà. Moi aussi, je prends 2 de fatigue à ce stade-là, mais je suis plus haut en point de vie. Et on arrive à un stade, au final, j'ai tellement économisé mes ressources que, et optimisé mes ressources que maintenant, bah, c'est peut-être moi qui ai plus de ressources que l'adversaire. Parce qu'il a dû faire des plays un peu sous-opti, que ce soit pour gérer mon Mactéridon, un peu en early. Donc voilà, globalement, les décisions qui ont été prises étaient vraiment pas mal du tout. Et là, il est à 14 PV. Et là, on sait qu'il y a 3 cartes en main, dont une 3-4. Et le sort à 0 qui remonte une créa en main. Donc il ne devait pas remonter Moncton hein, pour sûr. Et là, on voit que du coup, il y a la 3-4 et ce fameux rêve en main. Il va choisir de vider ma main. Sauf que bah, il y a le fameux rêve auquel il n'avait aucune cible en fait. Il voulait pas remonter mon Ysera, il voulait remonter aucune de mes créatures. Donc voilà, je choisis de tranquillement rêve, mettre cette 6-6 face, je sais que sa main est vide. Et à ce stade, je sais que c'est échec et mat. Mais c'était une game compliquée hein, parce qu'en fait on a dû piocher plus que d'habitude. Normalement t'es pas censé autant piocher, t'es censé être même largement derrière la fatigue par rapport à ton adversaire. Et voilà comment j'ai mené cette game. Donc voilà, ça a été casse par Pilou. Encore merci à lui hein, d'avoir suivi mes Open Cup. Et donc voilà, je vous ai montré un peu comment j'ai économisé mes ressources, à quel moment j'estimais ne pouvoir grid des ressources, à quel moment justement il fallait les utiliser. Voilà, je trouve vraiment intéressant. C'est très long, très ennuyeux pour certains, mais bah, les miroirs de contrôle, c'est quelque chose que tu devras maîtriser un jour ou l'autre en fait. Si tu veux jouer en compétitif ou même en ladder, hein, c'est vraiment bien de maîtriser justement ces match-up. Hein, parce que certains, j'en connais, qui vont être juste en mode bon, c'est bon, je tag un meilleur de prêtre, je vais concede ou un match-up très lent. Donc voilà. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, cette gestion de ressources. Donc la quantité de génération aléatoire n'est pas abusée. Franchement, je trouve ça plaisant.
Donc voilà, j'espère que cette analyse vidéo vous aura plu. Donc voilà, j'ai pris ma qualif sur cette belle victoire, hein. Un match qui n'était pas des moindres, hein. Fallait vraiment, on jouait contre un bon joueur de prêtre, et c'est dans ces cas-là que vraiment le guerrier contrôle peut peiner à passer. Mais voilà, très content de m'être qualifié, donc voilà. Euh, on se retrouvera pour la prochaine vidéo où ça sera du coup la suite de l'analyse du match de Gabi. Donc là, je comptais de base faire la suite de l'analyse de la finale de Master Tour de Gabi. Mais cette vidéo devrait sortir peut-être avant, peut-être pas, on verra. Au pire, c'est pas grave, hein. Dans tous les cas, vous aurez accès à la finale de Gabi et de tous les matchs commentés en intégralité, donc des 5 games donc voilà, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez regardé jusque-là, merci à vous. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!